Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la première partie de l'enregistrement de Marcel Desbrouwer, réalisé le 13 mai 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 13 mai 2009, à Saint-Martial d'Albarède, Monsieur Marcel Desbrouwer. Monsieur Desbrouwer, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui. Je m'appelle Marcel Desbrouwer, j'habite Saint-Martial d'Albarède, comme l'a dit mon monsieur là, et je ne suis pas de la région, je ne suis pas de Dordogne. Toute ma jeunesse s'est passée dans le Pas-de-Calais, mais je suis venu en Dordogne en 1950, donc je suis un petit peu périgourdin maintenant, et je suis né le 2 février 1918, j'ai 91 ans au jour maintenant, pour le moment. Je continue à militer le plus possible pour que la mémoire reste dans la population. Et où est-ce que vous êtes né ? À quel endroit ? Je suis né à Colombes, dans la région parisienne, le 2 février 1918. Et je suis parti pour Berck-Plage, dans le Pas-de-Calais, à l'âge de 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais pas exactement, mais enfin 3 ou 4 ans. Mon père avait été désigné, enfin demandé, pour garder une colonie juive, de jeunes filles juives, dans le Pas-de-Calais, à Berck-Plage. Alors il avait accepté, étant donné qu'il n'avait pas beaucoup de travail sur la région parisienne, et il y est resté là-bas une vingtaine d'années. Et que faisait votre mère ? Ma mère ne travaillait pas, elle était normande. Mon père et ma mère s'étaient connus en Normandie, elle était normande, et elle ne travaillait pas. Elle restait à la maison, j'avais 2 sœurs, elle s'occupait des enfants. Et mon père avait un grand jardin, et ma mère, en tant qu'ancienne cultivatrice de Normandie, s'occupait également, elle aussi, du jardin. Et est-ce que vous gardez, quel souvenir gardez-vous de la déclaration de la guerre ? La déclaration de la guerre proprement dite, j'étais soldat bien sûr, puisque j'étais de la classe 1938. La déclaration de guerre de 1939 m'a beaucoup frappé parce que j'avais toujours espéré que ça s'arrangerait entre les divers gouvernements, même avec Hitler. Je savais bien que c'était très difficile, mais enfin j'avais quand même l'espoir. Mais j'ai été vraiment très choqué, même, je dirais même désespéré de voir que la population n'avait pas compris et qu'on allait encore vers une boucherie comme en 1914-1918. J'étais très traumatisé par cette déclaration de guerre qui est arrivée le 3 septembre 1939. Je me trouvais à ce moment-là avec ma compagnie, moi j'étais dans la radio militaire, et on a su par notre camion radio que la déclaration de guerre était faite. J'étais à ce moment-là en casernement à Longwy, parce que en 1939, au moment où les forces de Hitler avaient envahi la Tchécoslovaquie, je crois, quand c'était à ce moment-là, nous étions avec la compagnie des transmissions en manœuvre à Mourmelon, et nous avions été envoyés immédiatement sur la frontière allemande. Alors nous avons fait toute la frontière allemande jusqu'à la frontière belge,
Et c'est en passant à Longwy que nous avons appris que c'était la déclaration de guerre. Et après, malheureusement, nous avons attendu tout l'hiver jusqu'au printemps, jusqu'au mois de mai 1940, où vraiment la guerre a commencé. Nous avons, le 10 mai 1940, au moment où les Allemands sont rentrés en Angleterre, en Belgique et en Hollande, nous avons pénétré avec l'armée entière, quoi, en Belgique pour essayer de contrer les forces allemandes, mais nous sommes arrivés jusqu'à Waterloo, et là, à Waterloo, on a fait demi-tour. À Waterloo, je me rappelle qu'on a vu la ferme, qu'on a vu le monument où le lion anglais montrait les dents à la France. On a vu la ferme de Napoléon. Et puis on a fait demi-tour parce que les forces en belge étaient enfoncées complètement et l'armée française n'avait pas les moyens militaires pour résister à l'avance des Allemands. Alors nous sommes repartis en France. Là, nous avons fait des haltes un peu partout. Et l'armée s'est un petit peu disloquée, même nos compagnies se sont disloquées. Et ce qu'il y a aussi, c'est que on voyait dans la pagaille qu'il y avait, parce que nous, on montait vers le nord, et puis il y avait les populations belges et du nord de la France qui descendaient vers le sud. C'était une pagaille incroyable, infernale sur les routes. Mais on voyait beaucoup de tractions avant qui étaient chargées d'officiers, de hauts gradés, qui descendaient vers le sud, tandis que nous, on montait vers le nord. C'était l'abandon par les officiers et les sous-officiers de l'armée, quoi. Puisque en arrivant à Dunkerque, où en définitive, nous avons arrêté. C'était un sergent-chef qui nous commandait. Il n'y avait plus de capitaine, il n'y avait plus d'officier, il n'y avait plus rien du tout avec nous. Et alors, nous sommes restés dans les dunes de Bray-Dunes, à côté de Dunkerque, pendant plusieurs jours, en attendant que les armées anglaises aient rembarqué, parce que c'était le leitmotiv qui était qu'aucun Français serait rapatrié avant que tous les Anglais aient réembarqué vers leur pays. Alors tous les jours, on voyait les barques des bateaux anglais qui venaient rechercher les soldats sur le sable et qui repartaient parce que ils ne pouvaient pas s'avancer, il n'y avait pas de port, c'était à une plage. Et ce n'est qu'au début de juin, le 3 juin, je crois, que les Anglais sont tous réembarqués et que nous avons pu partir. On avait embarqué un soir à Dunkerque, au port de Dunkerque. Alors il y avait là à Dunkerque un capitaine qui voulait nous faire marcher au pas, défiler sur le quai pour prendre le bateau. Et juste à ce moment-là, il y a un bombardement du port. Alors il nous a fait activer un petit peu pour monter sur le navire. C'était le Ville d'Alger, je crois, qui était venu nous chercher. C'est un bateau français de paquebot. Et le lendemain matin, nous sommes arrivés en vue de Douvres. C'est-à-dire qu'on n'était pas parti le soir, on était resté en mer toute la nuit, quoi. Mais sans naviguer, puisqu'il n'y avait que 40 km de trajet à faire. Et là, on a débarqué à Dunkerque, à Douvres. On nous a mis dans un train, immédiatement, à la gare ferroviaire, qui est la gare portuaire. Et nous avons roulé toute la journée pour arriver à Plymouth, à l'autre bout de l'Angleterre. Là, nous avons passé la nuit. Alors, ce qui est bizarre, c'est que on était barbus, on était sales, on n'avait pas
n'en avait ni lavé ni rien depuis plusieurs jours. Et ce qui a été bizarre, c'est que quand on est arrivé, qu'on a débarqué de la gare à Plymouth pour aller à la caserne, on a traversé la ville. Et il y avait la population qui nous acclamait, qu'on était reçus comme des vainqueurs, comme des victorieux. Les filles couraient après nous pour avoir des souvenirs. Si on avait battu les Allemands, je ne sais pas ce que ça aurait été. Ça aurait été des actes de triomphe de tous les côtés. Mais là, on n'avait rien fait du tout. Et puis on est resté à Plymouth une nuit. Et le lendemain soir, on a réembarqué à Plymouth pour Brest. Et c'est un navire français aussi, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un navire français aussi. On est arrivé en rade de Brest, mais on ne pouvait pas rentrer dans Brest parce que c'était encombré, il y avait l'encombrement. On nous a fait attendre assez longtemps, enfin on est débarqué à Brest quand même. Et alors là, c'était le contraire. Là, on était en but aux anciens combattants de 1914 qui nous ont traités de lâches, qui nous ont traités de lapins, nous on a résisté, ci et ça, vous êtes sauvés comme des lapins, on aurait presque reçu des pierres et puis des coups de bâton. Et là on était à Bernay-sur-Eure, en Normandie, pendant quelques temps. Là on est resté un petit moment et puis un jour on a dit on va vous évacuer vers le sud. On est monté dans le train aussi, et bon, ça allait bien. Et puis arrivé à Vitré, en Bretagne, arrêt, parce que la gare avait été bombardée par les Anglais. Il n'y avait plus de voie de chemin de fer, il n'y avait plus rien. On est parti à pied, direction Bordeaux. Et en arrivant à Bordeaux, parce que à Vitré, j'étais avec un camarade de jeune communiste aussi qui était de Malakoff. Et dans cette gare, là, il y avait un wagon-citerne qui était rempli d'alcool. Et il était fendu. Alors il y en a qui en ont profité. Bon, moi je dis pas le contraire, j'en ai goûté aussi, mais très peu. Je ne buvais pas d'alcool du tout. Et mon camarade, lui, il avait bu un petit peu de trop. Alors, tout le monde s'est parti, c'est-à-dire qu'on est parti par la route, et lui a suivi, et puis il était malade. Alors, je suis resté avec lui, et puis les autres, ils ont filé. Et il est couché dans un fossé, heureusement qu'il était vide, et puis Et moi, je suis resté sur le bord, parce qu'à chaque fois que je voyais des phares de voitures arriver, ça y est, c'est les Allemands, on va être pris, on va être... Et le lendemain matin, il allait un petit peu mieux, on s'est arrêté dans une maison pour leur expliquer ce qui se passait. Alors ils nous ont offert du café, ils ont offert un petit déjeuner, puis ils ont arrêté un camion pour nous prendre, on a été jusqu'à Bordeaux. Et à Bordeaux... comme on ne savait pas quoi faire, on a été ce qu'on appelait à la place, c'est-à-dire au poste de commandement pour demander ce qu'il fallait qu'on fasse, parce qu'il n'y en était plus que deux, on n'avait plus de compagnie, on n'avait plus personne. Alors ils nous ont dit, filez vers le sud, filez vers Toulouse et Montpellier. Les Allemands sont à 20 km de Bordeaux. Bon, on est reparti. Et on s'est arrêté dans un petit patelin le matin, le soir du moins. Je ne sais pas comment ça s'est fait. On a demandé à des gens qui étaient là, qui prenaient le frais sur la porte. On a parlé avec eux. Puis ils nous ont fait rentrer chez eux. Ils nous ont donné à manger. Ils nous ont fait coucher dans un bon lit. Et le lendemain matin, juste au moment au départ, on a entendu le message du maréchal Pétain. Je fais don de ma personne à la France. J'ai demandé l'armistice avec l'Allemagne. Et ça, je me rappelle très bien, c'était un petit village qui s'appelait Villepin. On était là à ce moment-là. Et puis après, on est parti. On est monté dans un train qui de temps en temps de ce train, là on descendait pour marcher, il n'allait pas plus vite que personne qui marchait à pied. Alors enfin, ça nous permettait quand même de passer le temps plus agréablement.
Et on a vu du paysage aussi, parce que j'avais jamais vu la cité de Carcassonne, qui est magnifique. Hein. Et on est arrivé à Montpellier, au bout de, je ne sais pas combien de jours, hein, c'est longtemps quand même, parce qu'on a tout fait le trajet à pied. Alors, et puis en train, comme ça, comme je vous dis. Et là, on est resté quelques jours à Montpellier. Ils nous ont envoyé à Béziers, parce qu'il n'y avait pas de place à Montpellier, c'était chargé, il y avait trop de troupes qui étaient arrivées là. On était dans une petite usine désaffectée, et on n'avait pas d'officiers, c'était toujours pareil. D'ailleurs, c'était les soldats. Moi j'avais un petit grade, j'étais maître ouvrier, et on faisait adjudant de 2 semaines. Là, on remplacé l'adjudant, on remplaçait les... Et là, c'était à Béziers. Je me souviens que sur la place de Béziers, il y avait une petite place là à côté de la caserne, enfin, où on était. Et comment ça nous est arrivé, comment on l'avait eu, je ne sais pas, avec mon camarade, toujours pareil, le petit jeune communiste de Malakoff, on a distribué des tracts anti-pétins sur la place. On était habillés en soldats, hein, on n'avait pas le droit, bien sûr, évidemment, on ne pouvait pas. Et je suis incapable de dire comment on avait eu ces tracts-là à distribuer. C'est arrivé une fois seulement, après on a pu. Alors à Béziers, on est resté quelques mois, 2 ou 3 mois, et j'ai été envoyé dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Pyrénées-Orientales, dans un poste de guet. Poste de guet, bon, ben c'est bien. On guettait les avions qui passaient, on devait signaler quand il y avait un avion qui passait, son numéro, sa nationalité, et puis le téléphoner à Perpignan, qui était on n'a jamais vu un avion. Si, on a entendu un avion à Noël. Alors à Noël, nous, on était à l'église. On mettait à la messe de Noël. Et il faisait du brouillard, on entendait un avion, il y en a qui nous ont dit « Vous avez entendu l'avion ?» Non. On n'a jamais vu un avion là-bas. Et puis là, bon, ben, je suis resté jusqu'en 1941. Là, j'étais libéré, mais impossible de rentrer en zone interdite. Il a fallu que je reste environ 3 mois. J'ai des grands-parents qui n'étaient pas des grands-parents, mais enfin qui, étant donné que mon père, les parents de mon père avaient été mariés, remariés, je ne sais pas comment. Alors, ce grand-père n'avait rien à voir avec la sanguinité, quoi. Enfin, il était un brave homme. La grand-mère, c'était pas terrible. Enfin, le grand-père était brave. Alors, je suis resté chez eux pendant 2 ou 3 mois peut-être. Oui, 2 ou 3 mois peut-être. Alors ils avaient une fille aussi qui habitait là pas loin, dans un petit village à côté. Alors j'étais là un jour chez eux, un jour c'était à Houdan, en Eure-et-Loire, je crois. Et puis un jour, mon père m'a dit tu peux revenir, tu passeras facilement, tu vas jusqu'à Abbeville. Abbeville, il faut passer le pont. Alors c'est là la grosse difficulté. Mais j'ai eu la hausse-veille sur moi spéciale, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Et puis je suis rentré chez moi, à Berck. Vous nous avez indiqué avoir vu des officiers en 1940 qui partaient vers le sud alors que vous alliez vers le nord, en Belgique, c'est bien cela. Mais quel effet ça a eu sur le moral de la troupe ? On les a vus partir, mais on savait déjà à l'avance que on était un petit peu abandonnés dans le désert. Parce qu'on ne savait même pas où on allait. Parfois, on était dans un cantonnement pour passer un jour ou deux, et 1 heure après, on nous disait on s'en va. Et toujours vers le nord, alors que toute la population du nord et puis de Belgique descendait vers le sud,
Ça faisait des embouteillages incroyables. Et oui, mais c'est vrai, dans ces embouteillages-là, nous avons eu plusieurs fois des tractions avant qui forçaient le passage d'ailleurs, parce qu'évidemment, il y avait des képis avec des feuilles de chêne dessus. Alors, ils ouvraient le passage, mais eux allaient vers le sud, parce ils voulaient rentrer à Paris avant que la guerre que les Allemands aient coupé complètement les communications, puisque les Allemands, eux, étaient entrés en France et filaient sur Amiens et sur la côte pour couper l'armée du Nord entre la mer et puis eux. Et les officiers, en général, je ne dis pas que tous ont fait ça, mais beaucoup d'officiers, moi je l'ai vu de mes propres yeux, sur les routes, des tractions avant qui les emmenaient vers le sud. Alors que nous, on allait vers le nord et nous n'avons plus qu'un sergent-chef pour nous commander. Et vous avez indiqué aussi être resté quelques jours sur les plages à Dunkerque. Vous vous souvenez du temps passé à Dunkerque, du nombre de jours où vous avez été établi sur les plages? Exactement non, mais je crois que c'était 5-6 jours environ. Nous étions dans les dunes, sans possibilité de se laver, on n'avait pas de ravitaillement non plus. Enfin, on en avait quand même, mais on n'avait pas de potage, de repas chaud, contrairement à ce que certains films ont montré par la suite. Peut-être qu'il y avait des compagnies qui étaient mieux organisées, qui réussissaient à avoir des roulantes, mais nous n'avions pas ça et on nous apportait simplement du pain. Et je me souviens qu'une fois, en marchant dans les dunes, comme ça, pour passer le temps, j'ai trouvé une petite boîte de conserve à moitié vide et à moitié ouverte. Et il y avait dedans, c'était une boîte de pommes de terre à l'anglaise, d'ailleurs, une boîte anglaise. Alors je l'ai mangé, mais malheureusement, c'était complètement rempli de sable, ça croquait. Mais c'est pour dire que ça devait être un avant-goût de ce que je connaîtrai plus tard. Et quel était l'état d'esprit général sur la plage? Qu'est-ce qu'on pouvait ressentir de la part des soldats français que vous avez pu côtoyer? On parlait pas beaucoup, on n'avait pas... Enfin, on sentait bien qu'il n'y avait aucun recours. On attendait simplement d'aller. On ne savait pas du tout ce qu'on allait devenir. On savait qu'on attendait l'embarquement pour l'Angleterre. Et après, eh bien, on ne savait pas est-ce qu'on allait être invité à rester en Angleterre? Est-ce qu'on allait repartir en France? Comment pas comment, on savait bien que c'était en bateau, mais pourquoi faire? On ne savait rien. Et il faut dire qu'on n'en parlait pas beaucoup. On attendait tranquillement. Y avait-il des officiers ou des sous-officiers pour vous diriger ou donner des consignes? Non, on n'avait pas de... je l'ai déjà dit, je crois, on n'avait plus qu'un sergent-chef qui nous commandait sans nous commander, puisque malheureusement on n'avait rien à faire qu'à traîner dans les dunes, sur la plage, en attendant leur embarquement. Mais les officiers avaient disparu complètement. D'ailleurs, c'était pas pour notre compagnie seulement. On ne voyait pas d'officiers sur les plages. Peut-être qu'il y en avait qui étaient en garnison à Dunkerque, qui étaient encore dans Dunkerque, mais sur les plages de ceux qui étaient revenus de Belgique et d'ailleurs, on ne voyait plus d'officiers. Est-ce qu'il y avait de l'animosité entre les troupes anglaises et françaises du fait que les troupes anglaises étaient prioritaires dans l'embarquement? On n'avait pas de contact avec eux, on n'avait aucun contact, mais on savait bien qu'il ne fallait pas essayer, par exemple. D'ailleurs, on nous l'avait dit qu'on n'embarquerait pas sur les bateaux anglais avant que le dernier soldat anglais ait quitté la France. Moi, je me souviens qu'une fois, on était sur la plage et
tous les jours, on voyait des barques qui allaient de la plage jusqu'au bateau, gros bateau. Il y avait toutes sortes de bateaux, là, des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance, des gros bateaux, des bateaux de transport de troupes, et qui étaient au large, et des barques venaient chercher des soldats sur le sable. Et moi, je me souviens, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour dire que on n'avait pas le droit d'essayer de partir avant eux. Un soldat français avait réussi à se glisser dans une barque avec des Anglais. Eh bien, arrivé un petit peu au large, quand ils se sont aperçus, ils l'ont balancé à la flotte et puis ils l'ont laissé se débrouiller tout seul. Il y avait une sorte de désorganisation générale. Oui, ça c'était la désorganisation totale, complètement. On ne savait plus. Je crois que personne ne savait ce qui allait se passer par la suite. Je crois que personne ne savait. Et est-ce que l'armée allemande a tiré profit de cette désorganisation ? Non, l'armée allemande, Hitler avait donné l'ordre à l'armée allemande d'arrêter les combats. D'ailleurs, il y a des officiers allemands qui n'ont pas compris, ça on l'a su par la suite, bien sûr, qui n'avaient pas compris la décision de Hitler. Bon, je pense que, vu les circonstances qui se sont produites par la suite, Hitler a espéré, en laissant réembarquer l'armée anglaise en toute sécurité, en toute simplicité, faire la paix avec les Anglais, et ceux-ci auraient abandonné les hostilités. Je pense que c'est pour ça que l'armée allemande n'a pas... Parce que si l'armée allemande, ils avaient voulu, eh bien, ils auraient pris Dunkerque et les troupes françaises et les troupes anglaises et tout le monde. Il y avait peut-être les trois quarts des soldats qui se trouvaient sur les plages de débarquement, qui n'avaient même plus de fusils avec eux. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on est arrivé sur la plage, moi c'était à Brédune, comme j'ai déjà dit, à côté de Dunkerque, on nous a fait déposer nos fusils en tasse, et en nous racontant qu'on était pris, si on n'avait pas d'armes avec nous, si les Allemands arrivaient, qu'on n'avait pas d'armes avec nous, on serait libérés immédiatement, renvoyés chez nous, etc., etc. Et puis n'importe comment, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on dépose nos armes. Alors on a déposé nos armes en tas et c'est comme ça que la plupart des soldats français qui étaient trouvés là-bas n'avaient plus de fusils avec eux, n'avaient plus de mousquetons, n'avaient plus. Alors c'est les Allemands, ils avaient vraiment voulu nous prendre en prisonniers, et bien il n'y avait personne qui pouvait les empêcher d'arriver sur la plage. Personne. La plage a été bombardée, j'imagine. Vous avez subi plusieurs bombardements ? Oui, alors là, les bombardements venaient de l'aviation, allemande. C'était, s'il y avait des avions qu'on entendait dans le ciel, c'était des avions allemands, parce que nous n'avons pas vu un seul avion avec la cocarde tricolore, sauf quelques Anglais. Les seuls qui essayaient de s'opposer aux Allemands, c'était les Canadiens. Ils avaient le dessous d'une aile blanche et l'autre aile noire. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Mais autrement, c'était des Allemands qui... Alors c'était très impressionnant. Et, bon, on était déjà habitué, quand on est arrivé à Dunkerque, on était déjà habitué au bombardement aérien. Mais l'Estocas, c'était vraiment démoralisant lorsqu'ils se mettaient à plonger et qui déclenchait les sirènes. Ça faisait un effet extraordinaire sur le moral des troupes. Et alors on était bombardés assez souvent sur les plages, mais ce qu'il y a, c'est que c'était des bombes qui n'étaient pas très très importantes. Et moi j'ai été voir immédiatement après un bombardement, voir le lieu où la bombe était tombée.
Elle n'avait fait aucun dégât et on voyait même plus la trace parce que le sable mouvant avait tout embarqué, avait empêché l'explosion d'abord de se dégager et avait absorbé la bombe et puis le trou en même temps. On voyait plus rien. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.